On est sur les modes de travail, donc une question d'équilibre. L'idée, c'est qu'on parle des horaires flexibles, du travail à distance, du travail asynchrone aussi. Ce que j'ai voulu faire en préparant avec vous cet échange, c'est qu'on ne refasse pas ce qu'on a fait l'année dernière aussi, qui était alors très axé sur le post-Covid, la post-pandémie, post-confinement surtout, et qu'on essaye de voir au moins à 1 an plus tard quels sont les changements profonds. Parce que sinon on va refaire les mêmes tables rondes que l'année dernière et c'est pas très intéressant. Avant de rentrer là-dedans, je vous propose à chacune et chacun de vous présenter rapidement et peut-être de me dire une ou deux petites choses qui vous a marqué justement dans l'année écoulée. Tu veux commencer, Marie? C'est bon comme ça? C'est bon, ouais, très proche de la bouche, je me suis reposé sur le menton, c'est bien. Du coup, bonjour à tous, ravie d'être ici aujourd'hui. Donc, moi, c'est Marie Geneviève, je suis cofondatrice de l'entreprise qui s'appelle Caravel. Avec Caravel, on propose une retraite complémentaire éthique. On travaille beaucoup avec les indépendants. Voilà, c'est un sujet d'actualité pour beaucoup. Et donc, nous, aujourd'hui, on est une dizaine. Et on bosse sur un modèle hybride où on a un bureau à Paris et des collaborateurs en France. Ou chez eux? Chez eux, ouais. Okay. Chez eux ou en coworking s'ils veulent. Très bien, ok. J'ai fait court. Très bien, bravo. Caroline? Oui. Bonjour à tous, je suis Caroline, je suis l'une des leaders de l'équipe RH chez Spendesk. Alors chez Spendesk, on est une licorne de la FinTech et on révolutionne, enfin c'est notre ambition en tout cas, la gestion des dépenses en entreprise. On est près de 500 salariés. 500 dans près de 18 pays. Complètement hybride, avec un choix aussi sur travail au bureau ou à la maison. Voilà. Un choix sans restriction, sans jour minimum, tu peux faire 100% remote? Absolument. Ok, très bien. Bonjour, donc moi c'est Lucie, je suis Head of People chez Yomoni. Yomoni, c'est une société de gestion d'épargne en ligne qui a été créée en 2015, plutôt. On est aussi sur un modèle hybride avec des personnes qui sont en 100% télétravail et d'autres personnes qui ont un accès effectivement au bureau. Très bien, merci. Oui, bonjour à tous, Damien Guermont-Pré, président de Lemonway, établissement de paiement pour les marketplaces B2B, B2C et de la finance alternative. Et notre modèle, c'est de proposer la flexibilité totale. Donc, nous encourageons tout de même les collaborateurs à venir travailler 2 jours par semaine, mais sinon, ils sont libres. Pour ceux qui sont là qui sont restés depuis ce matin, déjà, je vous remercie. On a parlé de pas mal de choses différentes. On a parlé de freelancing, on a parlé de salariat, on a parlé de contexte actuel un peu difficile potentiellement. Ce que je trouve, moi, difficile et délicat dans le contexte actuel, c'est la cohésion, l'esprit d'entreprise, l'esprit de groupe. Et je trouve que le fait de laisser un maximum de liberté, c'est très bien, et je suis forcément pour. Mais quand on a des collaborateurs dans plein de pays, pour certains qui sont en totale asynchronicité, créer tout ça, c'est compliqué, quoi, sur des fuseaux horaires différents potentiellement. Voilà. Comment est-ce que vous percevez ça, vous? Parce que en plus c'est compliqué, c'est nouveau. Je veux dire, ça n'existait pas réellement comme ça, à part peut-être sur des multinationales, mais elle avait quand même au moins de la cohésion dans chaque bureau, quoi. Pour moi, c'est pas nouveau. J'ai près de 60 ans, donc je peux vous dire ce qui se passait avant. Depuis 15 ans, j'expérimente la vision partagée dans les entreprises. Et la vision partagée, c'est justement promouvoir la flexibilité, l'autonomie, l'esprit entrepreneurial. Voilà. Et chez Auchan, quand je dirigeais la banque du groupe Auchan, on avait 15 pays. J'avais des gars en Pologne, en Roumanie, un peu partout, et qui démarraient seuls, et il fallait qu'ils soient autonomes tous les jours. Ce qui est nouveau... Donc seuls chez eux? De chez eux, oui, parce qu'au départ, moi j'ai laissé des gars sur le trottoir à Varsovie, et ils devaient acheter ce qu'il fallait. Et les créateurs d'Auchan en Espagne, ils ont commencé le directeur financier était dans la cuisine, enfin dans les appartements. Oui, mais ils avaient quand même une issue qui était de créer quelque chose avec beaucoup. Quand tu es tout seul en train de développer chez toi, tu vas rester chez toi développer à Clermont-Ferrand parce qu'il n'y a pas d'objectif de créer un bureau à Clermont-Ferrand. En effet, ça c'est nouveau. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que ça s'impose de façon un peu contrainte. Enfin, ça s'impose un peu. C'est que le monde a changé parce qu'en effet, on n'a plus le choix.
Si tout le monde adopte la même façon de travailler, c'est que les collaborateurs l'exigent. D'accord ? Et c'est super exigeant. C'est super parce que il faut que les gens, quand ils viennent au bureau, soient heureux de venir, c'est leur choix. Il faut qu'on propose des nouvelles façons de travailler. Donc ce que je voulais dire, c'est que l'état d'esprit n'est pas totalement nouveau, mais ça s'impose, et à tout le monde. Alors qu'avant, la vision partagée ou l'entreprise libérée, c'était des modes qui n'étaient pas forcément partagés par tout le monde. Si je peux, par rapport à ta question aussi, rebondir. En fait, nous, c'est clairement un sujet, la cohésion, et comment on s'assure en fait, qu'on y arrive. Et je pense qu'on a 2 façons de le faire. C'est dès le départ. En fait, dès qu'on recrute, on a une grosse session d'onboarding où en fait, on crée des moments présentiels où là, pour le coup, on fait venir, peu importe où ils sont basés, en fait, l'ensemble des nouveaux salariés Spendesk. Alors, en l'occurrence, à Paris, sur 3 jours pour vraiment créer ces moments. Donc par batch, je vous en fais. Exactement, on fait chaque mois. Exactement, chaque mois. Donc là, le mois dernier, on a 40 nouvelles personnes qui sont arrivées chez Spendesk et donc on les a tous là la semaine prochaine. Ils sont pendant 3 jours à Paris. Donc c'est beaucoup de moments de team building, de présentation, de découverte du produit et des différentes équipes. Donc on fait venir en fait ces personnes pour l'onboarding. Combien de temps ? Pour 3 jours. Okay. Donc ça c'est pour que dès le départ en fait il y ait ces connexions qui se créent, que ce soit tout de suite plus simple depuis chez soi justement de connecter. Et ensuite de façon régulière, nous on crée on a vraiment ce qu'on appelle nous des off-sites d'équipes et compagnies, pour justement créer ces connexions qui pour nous sont la clé en fait d'une collaboration à distance avec une cohésion et le sentiment d'appartenance à l'équipe et à l'entreprise, et pas cette logique de freelancing dont tu parlais. Et qui sont ceux-là obligatoires, ces off-sites. Exactement. D'accord, donc on n'est pas obligé d'aller au bureau, etc., mais on est obligé d'aller au off-site. Exactement, mais ça fait partie en effet du deal. En fait, finalement, c'est nous, l'entreprise propose une qualité de travail chez soi. Donc, nous, on a aussi des budgets pour que nos salariés puissent se set-up chez eux. Ils ont aussi tous les mois une indemnité qui permet qu'ils puissent gérer en fait de chez eux une qualité de travail. On propose aussi des bureaux avec un standing assez élevé justement puisqu'ils choisissent de venir. Donc en fait, il faut qu'ils y trouvent quelque chose en plus que chez eux. Mais du coup, la contrepartie, c'est qu'en effet, on a besoin de créer ces relations. Et donc, en effet, les off-sites et les moments de cohésion sont partie du deal, quoi. D'accord. Marie ? Ouais, non, j'allais dire ce qui est pareil. Enfin, nous, il y a vraiment ces moments aussi en présentiel. Et je pense que malgré tout ce qu'on dit et toute cette distance, en fait, il y a besoin. Enfin, nous, en tout cas, aujourd'hui, on a aussi ces moments en présentiel parce que ça ne remplace pas. Et on se rend compte que, par exemple, alors nous, c'est pas tous les mois, mais dès qu'on s'est rencontrés, ça fluidifie les échanges. Et en fait, une fois qu'on est à distance, on n'a aucun souci à n'importe qui de l'équipe échange avec quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup plus d'échanges entre les équipes. Du coup, tout ça veut dire qu'on n'a pas encore remplacé le présentiel. Et nous, on a ajouté un truc. Alors, je sais qu'on en a parlé ensemble et je sais que comme on est encore une petite entreprise, c'est possible. Mais nous, tous les matins, même en visio, on passe 10 minutes ensemble. Et pour le coup, tout le monde nous fait son retour que ça permet vraiment de partager les anecdotes pour ceux qui ne sont pas au bureau, parce qu'on a quand même une petite équipe à Paris aussi. Ça permet d'avoir ces moments aussi informels qui sont pas forcément simples à recréer, je trouve, avec la distance, parce qu'on a beau se dire, je sais pas si vous l'avez testé, nous on a testé un peu les cafés virtuels ou des choses, et en fait à distance ça marche quand même pas du tout de la même façon. Et voilà, nous on a trouvé cette petite routine qui pour l'instant fonctionne très bien. Qui a été quelque chose que nous on a adopté pendant le confinement, donc un meeting quotidien, mais c'est sûr que il était après le confinement non obligatoire, enfin il était même pendant, je crois qu'il n'était pas nécessairement toujours obligatoire, mais en effet ça s'est essoufflé au bout d'un moment, après 50-60 personnes, je pense que c'était compliqué. C'est une question de taille, en effet. Ouais, il y a quelque chose, et puis ce sont toujours les mêmes qui parlent en plus, je me vise pas moi-même, mais il y a quelque chose qui est assez compliqué. J'ai reçu quelqu'un sur mon podcast Génération du Turcel qui s'appelle Fred Play, qui est le patron de plateforme.sh, et eux ils sont sans bureau, totale asynchronicité, tout le monde en remote. Et lui, en fait, sa conviction, c'est de dire c'est beaucoup plus simple si on est comme ça. Donc la synchronicité, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est qu'il n'y a même plus nécessairement de meeting. On se parle, on se connecte quand on veut, on travaille quand on veut plus ou moins. Et puis comme de toute façon, il y a des gens dans le monde entier, on ne peut pas toujours dire on a rendez-vous à 9h, même s'ils en font de temps en temps. Voilà.
Il dit une fois que tu pars comme ça, c'est beaucoup plus simple. Parce que nativement, notre boîte est faite comme ça. Moi, ce que je trouve compliqué aujourd'hui au-delà de la cohésion, c'est là vraiment l'organisation, dans nos modes. Nous, chez nous, on a 2 jours obligatoires, alors pour la majeure partie des salariés, sauf ceux qui sont en full remote, mais 2 jours obligatoires au bureau, justement pour essayer de créer de l'échange. Lui, ce qu'il me dit, c'est que le small talk de la machine à café, typiquement, quand on est en hybride, c'est quelque chose qui profite aux gens qui sont là, mais qui vont faire perdre de l'information à ceux qui ne sont pas là. Donc il peut y avoir des micro-décisions qui sont prises sur un projet, sur un développement, sur une roadmap, etc., sur lequel on ne va pas être prévenu parce que ce n'est pas passé sur Slack et parce que ça s'est fait en 2 secondes au coin de la machine à café. Comment on fait, comment vous faites, sachant que vous êtes tous quand même assez hybride, voire complètement hybride, finalement on dit quoi, t'as plus le droit au small talk, tu n'as pas le droit de parler quand t'es à la machine à café? C'est une belle colle, hein, je sais, mais... Non, mais c'est super intéressant, mais c'est clairement quelque chose qu'on vit, et en fait ça nous demande du coup d'être dans les... voilà, ça c'est les comptes rendus, donc nous typiquement on utilise Slack, mais du coup on doit justement se donner, comme tu dis, c'est une intention de justement tout ce qui se dit de façon informelle. Du coup, ça rajoute la complexité de dire qu'il faut bien qu'on pense à informer l'ensemble de l'équipe, du coup, probablement à distance, donc via Slack. Mais ça, c'est vraiment un sujet où, du coup, nous, on se dit, à chaque réunion, à chaque échange qui se crée de façon informelle, on refait un petit compte-rendu pour l'équipe. Donc, ça alourdit, je pense, en effet. Mais c'est la façon de nous, en tout cas, qu'on a trouvé de gérer ça. C'est vraiment de se dire, en fait, il faut reformuler par écrit ensuite. Ça enlève un peu de poésie, tout ça. Je veux oui, dire, oui, c'est vrai que finalement, c'est assez drôle parce que la liberté absolue qu'on propose, là, elle est poétique, de dire finalement tout le monde peut travailler de chez lui quand il veut, dans les prés, dans son jardin, etc. C'est très bien. Mais finalement, dès que tu reviens dans le monde réel, tu dois quand même rentrer ça dans la machine tout de suite parce que sinon, c'est perdu. Complètement, c'est donc les outils, la techno, qui permet de vivre ce qu'on vit. Et ça ne convient pas à tout le monde. Tu le dis bien, c'est pas poétique, ça ne convient pas aux sensibles. Si vous connaissez les couleurs, ça ne convient pas au jaune et au vert. Ça convient très bien au rouge et au bleu. Et donc là, je vois par exemple que tu as envie de voir plus de gens, donc tu es forcément sensible. Par contre, quand je dis ça, moi, qui suis sensible, et je me retrouve qu'avec les gens sensibles au bureau, en présentiel, les verts et les jaunes, vous êtes d'accord? Les rouges et les bleus, eux, ils ne nous suivent pas quand on dit ça. D'accord? Parce qu'ils sont informaticiens ou ils font des métiers qui réclament cette distance, ce calme, et ils se trouvent tout à fait aussi productifs, voire plus. D'accord? Donc ça ne convient pas à tout le monde. Et il faut trouver un projet d'entreprise extrêmement fort pour créer cette cohésion et faire revenir envie aux gens qui sont très bien chez eux de venir travailler au bureau pour qu'en effet on ait ces moments qui ne remplacent pas ceux qu'on échange grâce à la techno. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que tout le monde utilise les mêmes outils. Donc toutes les startups, grosso modo, sont au même endroit, utilisent les mêmes outils, recrutent les mêmes gens, Bac+4. Et donc les collaborateurs deviennent interchangeables. C'est-à-dire qu'ils se pluguent et se dépluguent en fonction de leur envie et du projet et du moment. C'est ça qui est, pour moi, étonnant. C'est que l'adhésion au projet est parfois un peu moins fort et donc ils peuvent se dépluguer et revenir se repluguer ailleurs avec autant de facilité puisqu'on utilise les mêmes outils. C'est que le projet d'entreprise, le produit, le marché qui change. J'avais pas prévu de parler poésie aujourd'hui, mais c'est vrai que ça m'interpelle tout ça parce que finalement, alors en effet, on est dans ce monde de tech, mais là, on parle talent et people. Donc, comment est-ce qu'on réussit à garder je reste toujours aussi autour de la cohésion, mais même au-delà, finalement, de cette, tu le dis, branché, débranché, en fait, à avoir un intérêt commun, plus mutuel, et quelque chose qui est moins froid et distant. C'est par les off-sides, c'est par C'est pas uniquement par les off-site, en tout cas, c'est pas juste le côté fun de l'entreprise qui doit être mis en avant. Je pense qu'effectivement, on doit retravailler toute sa politique d'happiness pour que effectivement le happiness au quotidien puisse toucher les personnes qui sont loin. Mais pour moi, l'hybride, en fait, ça se construit surtout dans une entreprise. On ne peut pas se lancer du jour au lendemain dans une partie en télétravail, l'autre partie pas en télétravail. Sinon, la partie en télétravail va souffrir finalement des méthodos de travail internes. Donc effectivement, il faut une bonne centralisation de l'information. Il faut des gens qui sont formés à la gestion de projet de la même façon pour bien prendre en considération les gens qui ne sont pas au bureau.
Et puis effectivement, après, il y a le happiness qui permet 4 fois par an de se retrouver tous ensemble, de faire de la cohésion ou de le faire en équipe. Mais je pense que ça passe quand même par quelque chose de plus carré dans les entreprises. Il faut vraiment que les managers soient formés à l'animation d'équipes à distance, que la gestion de projets transverses, elle soit aussi bien inculquée dans toutes les équipes de la même façon, parce que ce qu'il peut y avoir de pire, finalement, c'est la friction entre les équipes et entre les gens. Et ça, on ne peut pas la voir venir, parce qu'il n'y a que les gens entre eux qui la voient venir. Donc effectivement, il faut que tout le monde soit bien aligné en fait, avec la vision de la boîte. Et il y a une notion d'exigence. Là, j'entends exigence. Exactement. C'est un modèle exigeant. Exactement. Il y a du recul sur l'animation d'équipe à distance. C'est vraiment un enjeu. Vraiment, parce que tu as fait des formations, vous en avez fait, ça existe, tu aurais des choses. On fait la formation des managers, tout à fait. Alors, on forme les managers à bien accompagner. Sur le happiness, on fait très attention au happiness. C'est-à-dire qu'avant, créer du happiness, c'était très simple. Mais ça veut dire, en fait, moi, je trouve ça super dur. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, Bah, je reviens sur mon collaborateur à Clermont-Ferrand. Il est tout seul chez lui. Vous lui avez payé un super ordi. Il a un grand bureau avec un énorme écran. Mais sois heureux, mec. Comment on fait? Choix, hein. Non. Il faut effectivement, dans toutes les actions de l'entreprise, penser à lui. C'est-à-dire qu'on organise un goûter au bureau, et ben on va faire livrer une petite box avec un goûter pour lui aussi, et il pourra participer en visio parce qu'il y aura une caméra dans la cuisine. Enfin, donc c'est vraiment poussé. Enfin, c'est très exigeant pour nous, c'est très chronophage, mais en même temps c'est super sympa de pouvoir diversifier aussi nos actions. Et ça donc marche. Ça marche, oui. Après, ça fait 4 mois que je suis chez Non, mais Yomoni, okay. J'étais déjà dans une société hybride avant. Oui, ça marche. Il y a toujours de la frustration. Les collaborateurs sont toujours en attente de plus. Le télétravail et la flexibilité, c'est pas ce qui retient un collaborateur dans une entreprise. C'est notre capacité à le faire grandir dans notre écosystème et dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le point le plus global finalement de la rétention. Mais si on s'attache juste à donner un peu de flexibilité sur les horaires et dire tu viens au bureau quand tu veux, c'est pas un aspect qui retient les collaborateurs. Il faut aller plus loin. C'est toujours l'aventure en fait. Il faut continuer de vendre l'aventure. Le collaborateur à distance a peut-être quand même intrinsèquement quelque chose où il dit moi ma happiness, mon bonheur, je le trouve en fait chez moi avec mes proches ou avec d'autres et pas forcément dans mon travail avec les autres. C'est exigeant de l'entreprise. Il va attendre de l'entreprise de le fédérer et d'y apporter une envie de participer à l'aventure. Et du coup, c'est un avantage pour lui, mais il reste très exigeant vis-à-vis de l'entreprise. Et c'est du coup tout l'enjeu pour nous. Mais je trouve que, du coup, il y a 2 sujets dans tout ce que vous avez dit. Il y a l'aspect projet d'entreprise et je trouve que ce que tu as dit tout à l'heure, Damien, c'est exactement ça. Et le off-site, c'est pas juste le fun et se retrouver. Et bien sûr qu'il y a cette partie-là de créer des anecdotes et de se connaître un peu en dehors. Mais il y a aussi tout ce projet, cet enjeu d'embarquer en tant qu'entreprise sur la vision qu'on a, où on va. Et du coup, nous, en tout cas, ces moments aussi de présentiel, ils sont aussi beaucoup là pour ça, pour ajouter vraiment et embarquer. Et voilà, donc il y a le côté fun, mais je trouve qu'il y a aussi ce côté-là qui est exactement réaligné et qui est hyper important aussi dans ces moments ensemble. Et l'autre chose sur la partie collaborateur, nous, pour une petite anecdote, notre premier recrutement, donc on est 3 associés, notre premier recrutement, c'était quelqu'un avec qui, humainement, ça s'est hyper bien passé. Il a passé 8 mois avec nous et il habitait Paris, il a voulu habiter Marseille et en fait, il voulait du full remote. Et en fait, ça n'a pas marché parce qu'il s'est rendu compte que c'était sa première expérience en full remote et ça lui allait pas. Et c'est typiquement ce que disait Damien tout à l'heure. Je pense qu'il y a certains métiers, il y a le caractère, il y a peut-être le contexte familial aussi, selon l'âge, selon si on a une famille ou pas, ou si on vit seul. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais voilà, nous, typiquement, on avait un peu cette vision au tout début de super, on va être une boîte full remote. Notre premier recrutement, en fait, ça a été vraiment humainement, tout se passait bien, sauf le fait il s'est rendu compte que non, le full remote, c'était pas pour lui, quoi. Et là, il y a un sujet aussi sur les juniors, c'est-à-dire que le full remote ou même le remote, en tout cas, dans une certaine proportion, alternant stagiaire ou premier job, ça marche pas. Alors, est-ce qu'on peut dire finalement chez Spendesk que toi, tu peux être en full remote, mais qu'à partir de 5 ans d'expérience professionnelle? Est-ce qu'il y a des règles comme ça? Parce que... Alors, on a de la chance qu'on n'a pas besoin de règles, parce qu'en fait, ça s'impose par la juniorité. En effet, il faut qu'ils apprennent, et donc ils apprennent de leur père.
La plupart sont souvent en colocation, donc même leur environnement de travail à la maison ne s'y prête pas. Et donc en fait, ils vont spontanément vouloir rejoindre l'équipe, parce que souvent à ces âges-là, ils rejoignent une aventure. En tout cas, nous, dans nos équipes Et si toute l'équipe commerciales. est en full, Non, full du coup, en distanciel. effet, et du coup, il y a vraiment cette logique, en tout cas commerciale chez nous, d'émulsion du collectif. Donc, en fait, typiquement, on dessine nos bureaux pour eux. Donc en fait, on n'a pas besoin de l'imposer, ça se crée. Ok. Et donc en fait, dans la réalité, en effet, ils sont souvent 2 jours chez eux, les lundis et le vendredi pour faire leur administratif. Donc c'est des populations commerciales. Et le reste de la semaine, ils sont vraiment au bureau pour gagner justement alors de leur pair, donc en formation. Et cette ambiance aussi d'équipe, cet alignement en fait face à l'objectif. Souvent, c'est ça. Il ne faut pas de règles, mais l'objectif demeure. C'est-à-dire qu'on a mis les KPI, les KPI, ils existent, et maintenant il y a les OKR. Et donc finalement, il n'y a pas de règles, tout le monde est libre, mais les obligations de résultat demeurent. Ce qui met quand même l'organisation sous tension et permet aux gens de se dire, bon bah, je suis autonome, je suis cadre, après tout, on est tous bac plus 4, on n'est pas à la garderie, on se responsabilise. Mais c'est nouveau, là ça c'est nouveau par contre, parce que c'est fou de réinventer un nouveau monde où les gens se plug, se dépluguent. Et d'ailleurs, je me demande à la limite ce qu'ils vont chercher en statut d'indépendant, parce que souvenez-vous que le statut d'indépendant, on n'a même pas la part patronale payée. Donc à la fin, on n'a pas de retraite ou une petite retraite. Alors quand on est salarié, on a tout ce qu'il faut, on est libre en plus maintenant. Qu'est-ce que vont chercher les gens dans le monde de l'indépendant ? Ça me sidère. Alors ça, on en a parlé un peu tout à l'heure dans une précédente, mais je ne vais pas refaire là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même l'impression qu'on subit. C'est-à-dire qu'on est en réaction L'entreprise, en ce moment sur tout ça. C'est-à-dire que les confinements ont accéléré beaucoup de choses, mais dans ce qu'on dit là, en fait, il y en a qui ne subissent pas parce qu'ils ont été full remote et depuis le début, comme Fred Play dont je parlais tout à l'heure. Mais finalement, aujourd'hui, peut-être à part certains cabinets d'avocats ou fonctions comme ça qui arrivent encore à dire, je ne sais pas combien de temps ils vont réussir à tenir avec les plus jeunes chez eux, c'est 100% au bureau. Il n'y a plus le choix, de toute façon. C'est soit 2-3 jours au bureau max, soit comme vous voulez. Vous le ressentez, ça? Du coup, on est quand même, Oui. on n'a pas fini notre introspection là-dessus. Hein. Et- Il n'y a pas de playbook réel. Non, et ceux qui disent retour au bureau ne sont pas tellement audibles, parce qu'ils exigent un investissement de 100%. C'est le cas de Elon Musk ou Jamie Dimon de JP Morgan. C'est des gars qui sont à 200% dans leur job. Donc quand ils disent les gars, revenez tous au bureau, on a besoin de vous, les banquiers d'affaires qui sont partis en Floride, ils y resteront en Floride. Ils vont peu à New York. Je n'avais pas forcément préparé cette question comme ça, mais c'est toujours plein de surprises, c'est bien. Est-ce que vous pourriez me partager, si vous les avez en tête, soit des énormes wins ou des choses qu'on pourrait vraiment reproduire chez nous, soit des énormes fails qu'il ne faudrait pas qu'on reproduise chez nous, peut-être, que vous avez vécu ces dernières années? Il y en a eu. J'ai noté évidemment les petites pâtisseries qu'on peut envoyer aux collaborateurs quand on fait un goûter au bureau. Je sais pas. Moi j'en ai un. Ouais. Le danger du remote total, c'est quand on revient et qu'on n'a pas l'impression que son job est reconnu. Parce que les gens ne vous ont pas vu, etc. Et donc il faut faire en sorte que on tienne bien, on soit très attentionné, comme vous l'êtes, avec ceux qui ont travaillé en remote davantage que les autres, et qui reviennent, il faut reconnaître leur job et leur boulot, enfin les résultats. Donc il faut davantage encore, à travers Slack, fêter les victoires personnelles ou du groupe, de l'équipe. Et nous, on a eu un départ parce qu'on ne le faisait pas assez avec cette personne-là. Célébrer les victoires. Oui, célébrer davantage. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper dur, je trouve. Enfin, nous, c'est un gros sujet. Parce que du coup, Donc là, souvent. t'envoies de la bière, pardon, ou du champagne à ce moment-là. C'est ça, en plus des pâtisseries. Presque, ouais. Non, mais c'est un vrai sujet parce qu'en fait, on est. Enfin, ça, c'est des choses, je trouve, en start-up qui est hyper important. Et ça va aussi dans fédérer autour du projet. Il y a la vision, la mission, mais il y a aussi toutes ces victoires du quotidien, ou même pas toujours du quotidien. Mais, et en fait, comment on partage ça? Et en effet, un message Slack, même avec plein d'émoticônes, c'est très sympa, mais c'est pas du tout la même chose que on est tous au bureau et allez, on va boire un verre. Enfin,
Et ça, c'est des choses, nous en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas complètement la réponse. On essaye de le faire de plus en plus. On a mis en place, par exemple, une newsletter interne, des choses pour que ce soit l'anecdote, les succès. On essaye de le faire au maximum, notamment dans les moments ensemble aussi, de revenir sur ça c'était dingue, et ça c'était. Mais c'est un vrai sujet et c'est pas évident. Je sais pas si vous avez des exemples, mais en tout cas, ces moments de célébration sont hyper importants. Moi, j'en ai un, sinon, que j'ai remarqué qu'on faisait pas assez. Alors, c'est pas forcément de la célébration, mais c'est juste du. Moi, j'ai remarqué, donc moi, je suis aujourd'hui président de Cosa Vostra. Je suis même plus le CEO, c'est mon associé Laurent qui est le CEO. Et en fait, il y a une question d'attention, mais juste d'attention réelle. Même pas d'envoyer quelque chose, d'appeler un collaborateur quand tu es le président et potentiellement de manière totalement random, en fait. Vraiment, même quand il n'y a rien, il n'y a même pas d'élément déclencheur qui est de dire « Salut Olivia, comment ça va ?» Et alors avant, moi je le faisais en déjeunant de temps en temps, un peu parce que je suis dispo, je dis tiens tu viens. Mais moi je pense qu'il faut mobiliser vos CEO, vos CFO, ce que vous voulez, pour leur dire en fait aujourd'hui tu passes 3 coups de fil, je m'en fous, qui tu veux, voilà. Ou de temps en temps il faut que ce soit ponctué. Récemment moi j'ai eu une approche comme ça qui était une jeune femme qui se faisait draguer par une fintech d'ailleurs. Et je lui ai dit va pas dans ce secteur, c'est de la merde, non. Je lui ai juste dit, vraiment, dans son rôle très créatif, je lui ai vraiment expliqué que je pensais que si elle allait s'enfermer dans un endroit, la connaissant, et je l'aime beaucoup, elle serait malheureuse. Et que chez nous, elle est manifestement heureuse. Et je lui dis, je ne pourrais pas matcher avec le salaire qu'on te propose là-bas, c'est sûr. Maintenant, avec un salaire augmenté, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'était même pas, je n'avais pas à le faire moi, en fait. Ça aurait pu être nos RH, mon associé, etc. Mais le fait que ce soit moi qui le fasse, elle a compris pourquoi, parce qu'il y avait un vrai intérêt pour moi qui était humain au-delà de business en fait je pense. Donc il y a peut-être ces petites là on revient sur la machine à café qu'on pouvait avoir avant et qu'on n'a plus à distance, de se dire en fait ce jeune collaborateur à Clermont-Ferrand, je lui parle jamais et comment je fais pour avoir un lien direct. Nous, on l'a fait à l'envers. On a mis à disposition dans l'agenda du président 2 heures par semaine où les gens peuvent se mettre des petits slots d'un quart d'heure, une demi-heure avec lui pour échanger sur des questions. Ils osent. Ils le font, oui, mais alors en général pas sur des questions perso, parce qu'ils auraient, je pense, en plus l'impression de bypasser leur management. Mais ça va être plutôt sur des questions de vision d'entreprise ou des questions sur des projets spécifiques de la boîte. Ils vont effectivement prendre rendez-vous avec lui pour échanger avec lui. Alors, après, on devient un petit peu gros et je pense que les CEO, ça devient illisible déjà à 60. Donc, j'imagine chez vous complètement impossible. C'est très compliqué. Il faut avoir un management ultra formé pour faire remonter les informations et pouvoir redescendre sur les sujets. Mais en général, avec une bonne politique RH, des HRBP dans les pôles, et quand on a un HR de proximité, il fait déjà ce premier lien. Et puis, si on ouvre les agendas, c'est aussi plus simple, quoi. Alors nous, même à 500, notre CEO Rod, il a une après-midi par semaine où il a des cafés avec des gens dans le... C'est possible et je pense que c'est un super point parce que ton exemple, il est super inspirant. Parce que moi, je me souviens aussi d'un moment où je me suis dit que... Par surprise, en fait, un de nos C-level m'a envoyé un message simplement « Hello, comment ça va ?» Et rien que ça m'avait... Je me suis dit « Waouh !» En fait, on peut s'écrire sur Slack juste pour se demander comment ça va, un peu l'authenticité du « je passe dans ton bureau, je passe dans l'open space ». Et ça, ça m'avait marqué. Tu vois là où moi-même je me flingue en pensant, c'est que la première réaction que j'ai eue à ça, je me suis dit en plus tu peux l'automatiser. Et alors là t'enlèves carrément toute la poésie et c'est carrément ce qu'il faut pas faire, mais c'est ce qu'on a un peu trop fait. Ouais, mais tu vois, exactement d'attendre la réponse, c'est vraiment d'avoir cet échange purement juste comment ça va. Et moi ça m'avait, c'était à quel point je pense on voyait cet outil comme vraiment un outil transactionnel, faire passer les communications, etc. Et en fait, ouais, donc ça c'est aussi un point pour moi. Marie, si je dois mettre cette peut-être question à l'envers, est-ce qu'il y a des choses que tu as aujourd'hui, donc vous êtes une douzaine, quinzaine, douzaine, que tu aimerais pas perdre, qui te font peur de perdre en grossissant big time? Nous, typiquement, c'est sûr que sur ces choses-là, aujourd'hui, on est hyper proches tous. Il y a un vrai esprit d'équipe et qui était déjà pas simple parce que même si on a quand même doublé en 2 mois, donc même si c'est à des petites échelles, en fait, c'est quand même vite des enjeux aussi que tout le monde soit intégré. Donc pour le coup, il y a cette cohésion, c'est sûr. Il y a aussi moi je trouve un des sujets, et que c'est déjà un sujet à notre niveau, donc plus on grossira et plus ça le sera,
c'est vraiment cette communication aussi entre les équipes. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'échange à la machine à café. Mais en fait, même entre eux, donc nous, c'est sûr que c'est des petits services, mais en fait, d'un service à l'autre, tout est interconnecté. Et n'importe quoi, mais sur la relation client et le produit, enfin, en fait, il y a énormément de liens. Et moi, c'est vraiment ce lien, pour le coup, qui est déjà un challenge aujourd'hui et qui sera un des points d'attention les plus gros, je trouve, en grossissant. C'est un super point. Parce qu'en fait, sinon, on perd... Typiquement, chez vous, vous arrivez à avoir les commerciaux qui parlent au tech, qui parlent... Oui, en effet, nous, ils étaient dans la même pièce pendant très longtemps et ensuite, donc là maintenant, on est tellement dispersés. Moi, c'est la question de l'alignement qui est un de nos sujets du moment. C'est comment, même s'ils ne se parlent pas, ils sont alignés dans la même direction, alors que paradoxalement, un commercial, il veut toujours plus vite un produit, une nouvelle feature, alors que côté produit, il y a le temps de le produire. Donc ça, c'est clairement un enjeu, pour répondre à ta question, où en effet, ça, on l'a perdu avec le temps et on se bat aujourd'hui pour le reconstruire. Mais nous, ça passe par localement, en fait, nos managements, nos équipes de proximité, pour s'assurer d'un alignement OKR. Je vais redire ton mot préféré, mais je pense que ça, c'est un enjeu pour nous. Nous, on est passé par les squads. Donc, effectivement, on crée des squads avec des métiers différents qui interagissent tous. Enfin, pardon. Donc, effectivement, on crée des squads où on va retrouver des métiers du customer, du conseil. Donc. Exactement, et qui vont tous itérer finalement sur l'amélioration du produit ou l'amélioration des funnels, etc. Mais du coup, effectivement, on mélange les métiers comme ça. Donc, on tord un peu l'organigramme. Tu as l'organigramme d'équipe, et puis après, il y a l'organigramme projet ou en tout cas vision des sujets. On utilise tous les mêmes recettes, donc je ne vais pas les répéter. Ouais. Par contre, il y a un truc, je m'aperçois que à l'heure du télétravail, les startups sont arrivées au cœur de Paris. On est tous au même endroit, ou souvent. Même nous qui étions à Montreuil, 93, on est arrivés rue du Sentier. Et pourquoi finalement? Parce que ce télétravail réclame un ancrage en contrepartie de laisser partir les gens au bout de la France, voire au bout de l'Europe. Il faut une forte identité. Et la forte identité, elle vient de l'ancrage. Et l'ancrage rue du Sentier au cœur d'où ça se passe permet finalement aux gens d'être rassurés un peu. C'est comme une famille qui aurait des globetrotters, mais c'est pas grave parce que la famille est soudée, elle sait d'où elle vient, elle a un ancrage. Vous voyez ce que je veux dire? Quitte à avoir même pas de place pour tout le monde. Nous, on n'a plus de place pour tout le monde. Alors, ce que j'allais poser comme question sur ce qu'on appelle le flex office, c'est devenu une norme à peu près, c'est-à-dire que plus personne n'a son propre bureau. Et ça marche. Je veux dire, il n'y a pas de... Pour ceux qui viendraient 5 jours par semaine au bureau, est-ce qu'ils n'auraient pas droit à leur propre bureau? En fait, je dis juste qu'on manque de recul, donc tant qu'à faire, autant le pousser. Il y a des habitudes. Hein. Je ne sais pas les si gens ça vont marche. toujours au même endroit. Il y a des gens à qui ça pose aucun problème. Et je pense que c'est aussi très lié au métier. Il y a des métiers où effectivement, d'être sur un PC, enfin d'être à un endroit ou un autre de la boîte, leur pose pas de problème. Tant que l'équipement est le même sur tous les bureaux, parce que le flex office c'est surtout ça, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de travailler avec la même ergonomie. Et puis il y a des métiers. En vrai, les RH, la finance, où effectivement avoir un lieu dédié, il y a aussi il y a des contraintes techniques en fait. Quand je bosse sur un tableau où j'ai tous les salaires, je peux pas avoir 12 PC derrière moi qui ont une vue sur mon PC. Donc ça marche, oui et non. C'est sympa parce qu'on peut bouger d'équipe et du coup travailler avec des gens différents chaque jour. Et en même temps, parfois ça pose quand même des contraintes. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas énormément de solutions non plus. Après, nous, on fait exactement sur ton point, on fait des zones de flex. C'est-à-dire qu'en fait, on a une zone pour l'équipe finance, RH, une zone pour l'équipe commerciale. Et souvent, les commerciaux sont complètement flex et s'assoivent où ils le souhaitent. Mais on a créé des zones qui répondent à des contraintes métiers dans chacun des bureaux, quand même. Donc, c'est un mix, je dirais. D'accord. Ouais. J'allais dire, on a commencé dans un espace de coworking dédié aux indépendants. Et alors, ça revenait avec ce que tu disais sur les habitudes. Mais ce qui est marrant, c'est que je trouve tout le monde prône ce côté liberté, flex, etc. Concrètement, on est resté 8 mois, tout le monde allait à la même place, chacun avait réorganisé son petit espace, voire avait amené son petit truc pour ranger ses affaires. Et ce côté rituel, endroit, je ne sais pas si c'est un côté rassurant aussi, mais en tout cas, voilà, même je trouve parmi les gens qui sont les plus indépendants, peut-être d'esprit d'organisation, etc., on constate quand même qu'il y a ce côté un peu rituel, habitude. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai Ce qui a l'impression. changé. Pardon, Oui, vas-y. donc oui, ça marche. Et ce qui a changé, c'est qu'on n'imprime plus jamais. Il n'y a plus de papier. Vous vous rendez pas compte qu'à l'époque, moi il y a 20 ans, il y avait du papier partout dans les entreprises.
C'est vrai, c'est pas une mauvaise chose à la fois, mais moi, ce que je remarque là-dessus, c'est qu'en effet, alors chez nous, on a 45 collaborateurs à Paris et 30 postes. Donc, par la force des choses, ça bouge quand même pas mal. À part ceux qui arrivent les premiers, ils prennent toujours la même place, mais c'est vrai qu'il y a un peu de... Il y a d'autres choses qui ont changé. Tu parlais justement des salaires. Moi, ça m'a fait penser à transparence. Est-ce que, avec toute cette nouvelle forme de travail aujourd'hui, au-delà de l'hybridation, au-delà des exigences nouvelles des collaborateurs sur les méthodes de travail, je vois de plus en plus de boîtes qui ont une full transparence sur les salaires, qui sont demandés par des collaborateurs. Est-ce qu'il y a des choses fondamentales, moins organisationnelles, qui sont demandées? Ah bah oui, ce qui est nouveau pour moi, c'est que quelqu'un peut partir faire le tour du monde en étant payé par les assédiques et en le disant. Et ça, culturellement, c'est vraiment nouveau pour moi. Parce que les gens se disent, mais non, mais moi je plug, je déplugue, je pars un an. Et c'est payé par la collectivité. Et waouh. Mais sinon, le cadre du travail n'a pas tellement changé. Macron a voilà, il y a quelques impacts. Mais honnêtement, on ne partage pas nos salaires. Les commerciaux ont toujours des bonus. Qu'est-ce qui a changé là-dessus? Rien. Non, je pense qu'ils veulent beaucoup plus d'ownership. Aujourd'hui, ils ne veulent pas juste faire partie de l'entreprise, ils veulent pouvoir vraiment participer à la croissance de l'entreprise. Et donc, du coup, il y a des vrais enjeux de formation, d'accompagnement, de faire grandir, de mettre en place des carrières passes, d'avoir effectivement potentiellement des politiques harmonisées de rémunération, être... à expertise égale au même salaire. Et effectivement, je pense qu'ils veulent plus qu'on parle d'expérience, mais plutôt d'expertise. Et qu'on les juge sur leur expertise plutôt que effectivement sur les années d'expérience qu'ils pourraient avoir. Sur le travail, il y a deux choses moi, que je vois dans l'importance du physique. Nous, on a une tendance à le forcer un peu, ce qui ne plaît pas de prime abord à mes collaborateurs. Mais sur deux aspects. J'ai les formations. On a repris des formations en physique obligatoires. Et au début, ça plaît pas, mais vraiment pas. C'est vraiment un truc non, mais sur des commerciaux, etc., où ils nous disent non, mais attends, certains, on est obligé de venir de Bordeaux, de machin. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un truc qui se crée et ça marche. Et l'autre chose sont les déjeuners, où on les pousse, alors soit ensemble, mais soit avec des clients, des partenaires, mais les déjeuners, les événements. Et c'est pareil, en fait, il y a un moment, ils nous disent mais non, mais ça a changé, les gens, ils veulent bosser de chez eux, ils veulent plus déjeuner. On leur dit attends, propose un bon gastro sympa, tu verras. Et puis quand ils le font une fois, deux fois, trois fois, ils reviennent dans une... Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un avantage, j'ai l'impression, concurrentiel même à remettre ça en place. C'est-à-dire qu'on recrée du lien. Vous avez ce sentiment ou moi, j'ai l'impression que je suis obligé de le brusquer. Mais cette création de lien, ça plaît peut-être pas tout le monde. Mais... Moi, je trouve que tout est beaucoup plus authentique. Il n'y a plus de bullshit. C'est que les gens te parlent vraiment de leurs aspirations. Ils sont exigeants, etc. Ils ne veulent pas attendre des années, comme tu le dis. Ils ne veulent pas qu'on les dévalorise parce qu'ils sont jeunes. Et ils ont raison parce qu'ils sont digitaux, hein, contrairement aux plus expérimentés. Et je trouve ça bien que finalement, les choses soient dites. Par contre, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le cadre réglementaire, etc., n'a pas changé. Et culturellement, on ne partage pas encore nos salaires, etc. Mais j'aime bien le fait qu'on puisse dire les choses. Oui, je pars faire le tour du monde. Et pourquoi pas? Je trouve ça génial. Parce que, après tout, ça témoigne d'une confiance en l'avenir. Donc les gens ont confiance en eux. J'aime bien ça, moi, l'idée qu'on peut plugger, dépluguer, avoir confiance. Et à toi d'avoir, en tant qu'entrepreneur, à toi de nous montrer le projet le plus excitant. Marie. Moi, je trouve qu'on parle de tout ce qui a changé. Et, je partage tout ce que vous avez dit. Mais par contre, il y a un truc, moi, qui m'avait un peu surprise. On a recruté quelqu'un, pour le coup, une trentaine d'années, qui a, on va dire, grandi avec... voilà, un vieux, mais qui a grandi avec ça. Je veux dire, j'ai le même âge, hein, donc c'est pas... Et en gros, elle m'a dit... au tout début, où on parlait justement un peu de l'organisation, vraiment au moment de l'onboarding, en tout cas, j'abuserai pas du télétravail. Et du coup, je me suis un peu arrêtée en me disant, mais en fait, je comprends pas trop, parce que nous, c'est pas une question justement d'abus. Ça veut dire que tu considères que quand tu es chez toi, tu travailles pas. Ça veut dire, et je trouve juste qu'on considère vachement que c'est acquis, alors qu'en fait, c'est quand même encore, comme tu le disais tout à l'heure, mais on est encore dans l'expérimentation et dans l'apprentissage. Et c'est pas en fait si évident pour tout le monde. Donc voilà, c'était juste au-delà de tout ce qui a changé, je pense qu'il y a quand même encore plein de choses à changer et que
au-delà voilà, des mentalités, on a quand même encore cette idée de présentiel, comme on disait, de grosses boîtes qui sont là, bah non, on veut que vous soyez là, parce qu'on a l'impression que si vous n'êtes pas là, vous ne travaillez pas. Voilà, je pense que même si ça s'est accéléré, il y a encore cette idée un peu au fond, bien sûr pas pour tous, et on constate dans les faits que souvent les gens chez eux ont presque tendance à plus travailler parce qu'ils n'ont pas cette coupure et que ça. Mais voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas complètement intégré, évident non plus. Alors, nous souvenons-nous que c'est un peu injuste ce monde qu'on... Nous, on est tous dans le même monde finalement. Est-ce que vous réalisez qu'on a la chance de pouvoir dire aux gens « j'ai confiance en toi ». Mais dans les usines, à l'hôpital, dans l'éducation nationale, oui, les gens sont en présentiel. Et nous, on est en train de recréer un monde, il faut le dire, on est en train de, comme on le dit, là, de créer un nouveau monde, mais auquel les autres n'ont pas forcément accès. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est très clair. Mais il y a peut-être des... alors, je sais pas, à l'usine, moins, mais sur certains autres mondes, il y a peut-être aussi d'autres avantages qu'ils trouvent, j'imagine, chez eux, par rapport à aussi ces formes de cohésion. Moi, la question en t'écoutant qui me venait, c'est est-ce qu'il y a des populations sur lesquelles aussi il y a, j'imagine, des difficultés. Je ne sais pas si vous avez des jeunes parents, par exemple, mais il y a quand même un moment où ce paradigme change. C'est-à-dire que, alors notamment quand tu habites dans une grande ville, que tu as un petit appartement, ton rapport au télétravail, il y a des moments où il peut changer un petit peu. Alors, est-ce que vous leur proposez des choses, alors soit de venir au bureau, chez vous, ils peuvent aller dans un espace de coworking, vous leur payez ce genre de choses? Ouais, nous, ils ont un budget pour... admettons, quelqu'un qui serait à Lyon pourrait tout à fait contribuer. D'ailleurs, ils sont plusieurs maintenant, parce qu'ils étaient plusieurs à Lyon, donc ils ont un coworking. Ils peuvent en effet aller... et on leur donne le budget pour pouvoir travailler dans un coworking. On a plein de nouveaux parents, en effet, où le travail à la maison, c'est plus possible. Donc, en effet, on essaie d'être flexible aussi dans ce côté-là. Et ça, il y a un besoin d'accompagnement où vous les laissez venir? On a un groupe où du coup dès qu'on sait qu'il y a un parent qui va bientôt, que ce soit un homme ou d'ailleurs une femme, on les met dans un groupe en effet où ils partagent leur best practice, et nous on est assez intentionnel dans justement voilà, c'est quoi, ça ressemble à quoi pour vous du coup maintenant de travailler, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter. Nous, l'équipe RH ou les managers, on essaie d'anticiper ça et de le construire en fait, le co-construire ensemble. Double aspect, c'est que c'est à la fois une squad un peu transverse, donc un groupe où tu crées de la cohésion, Communauté, ouais. et en plus du partage, et en plus de l'apprentissage. Voilà, on réussit à remettre de la poésie dans nos entreprises. Ils viennent assez naturellement vers nous sur ces questions-là. Il n'y a pas en général besoin de beaucoup creuser. Mais effectivement, le télétravail, dans une entreprise, tout le monde n'y a pas accès de la même façon. Moi, perso, j'ai 3 enfants, dont 2 tout petits. Et effectivement, très clairement, je télétravaille très peu. Parce que les conditions s'y prêtent pas. Parce que c'est pas possible. À partir de 16h30, c'est absolument plus possible. Est-ce que, pour conclure, vous voyez, je sais pas, vous avez des interrogations sur vous-même, par rapport à vous-même, sur le futur proche, ou des choses qui ne sont pas encore totalement réglées, qu'on doit régler? Sur le télétravail, sur ce nouveau travail hybride, sur tout ça. Moi, je me pose beaucoup de questions sur l'éducation finalement des jeunes populations. Je trouve qu'effectivement, il y a une vraie différence entre certains âges chez nos collaborateurs. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux sur cette dernière génération qui arrive sur le marché du travail, tant en termes d'éducation au monde de l'entreprise, au code de l'entreprise, et puis effectivement continuer de développer des avantages qui sont bons pour eux. Très clairement, le télétravail n'est absolument pas vu comme un avantage chez ces populations, c'est quelque chose de complètement intégré. Et si tu prends moi je prends mes souvenirs de mes premiers jobs, juste quelle tristesse. Aujourd'hui je suis ravi d'avoir. C'est pour ça qu'on est obligé de quelle faire de tristesse l'éducation. si on m'avait mis chez moi tout seul. Mais ce qui était génial, c'était exactement d'être. qu'on essaie de leur faire passer comme message, c'est que c'est un avantage certes, mais il vient avec de l'expérience et de l'autonomie pour qu'ils soient vraiment pleinement gérés, on va dire. Et quelque part, il faut aussi vivre l'expérience de l'entreprise sur ses premières années, se confronter à son manager tous les jours. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui apprennent la vie. Comme dans la gamification, il faut gagner ton badge télétravail. Tu as des aspects pour arriver... Exactement. Okay. Et donc, du coup, c'est pas uniquement un avantage. Ça peut être hyper pervers, en fait. Ça peut devenir vraiment quelque chose de pas du tout avantageux pour le collaborateur. Il a besoin de connaître les codes de l'entreprise et du coup, c'est à nous de les accompagner. Okay. Donc, on me demande de terminer tout ça. J'aurais pu continuer très longtemps. Merci en tout cas à tous les 4. Merci. Et puis on les suit. Je vous invite à les suivre sur LinkedIn, partout, pour continuer tout ça. C'était passionnant. Il y a plein de bonnes idées que je vais implémenter chez moi.